Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne vais pas être long, moi. Heureusement, Georges va l'être, parce qu'il va être excellent. Mais je n'ai pas à le présenter, nous le connaissons tous, à la fois comme confrère, comme ami, comme homme extrêmement prolixe, qui ne parle pas de lui, mais qui parle des autres, et notamment de tous les écrivains dont il a enregistré dans sa mémoire extraordinaire les œuvres, et dont il a recherché les ferments oubliés, les vérités cachées, et dont il a également eu soin de restaurer la vérité à travers les mensonges que l'histoire colporte. Et donc, aussi brillant qu'il avait été lorsqu'il a parlé de Stefan Zweig, il va nous parler de Céline, sous un titre qui, moi, me plaît beaucoup, « L'abominable homme des lettres », ce qui veut dire que ce sera une conférence recherchant le vrai sans être complaisante d'aucune manière, et je ne dirai rien, moi, du sujet, sachant que si Céline a eu la chance de revenir et d'être amnistié alors qu'il n'aurait pas dû l'être, c'est grâce à une légende véhiculée par Tixier-Vignancourt, qu'on rappelait tout à l'heure. Tixier avait, après la guerre, une série de dossiers de gens qui cherchaient à revenir en France après avoir été collaborateurs. Il y avait des piles de dossiers, et à la fin d'une audience, un matin, le président lui dit « Mais Tixier-Vignancourt, c'est terminé, on enlève l'audience ». « Monsieur le Président, j'ai encore un dossier ». Le président lui a dit « Mais enfin, on le verra la semaine prochaine. Malheureusement, je ne suis pas là. » Et c'est quoi? C'est un petit dossier, c'est un certain Détouche. Et qu'est-ce qu'il a fait, votre Détouche? Il était médecin en banlieue, il a eu quelques paroles malheureuses pendant la guerre. Mais on va le faire revenir, votre Détouche. Et c'est comme ça que racontait Tixier-Vignancourt, sous une légende totalement fausse, dont dira quelque chose Georges tout à l'heure. Je lui laisse la parole. Merci Christian. Je commence mon propos en remerciant le Palais littéraire, son président illustre, le vénéré bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, son conseil d'administration, Mathilde Joanneau, et Marie-Romaine Pagné, qui a très gentiment accepté de nous donner une lecture, ce qu'elle fera tout à l'heure, avec ses protégés, qui sont Arthur et Roméo. Deux normaliens pur sucre, deux comédiens, enfin un comédien, il y en a un qui est comédien, l'autre qui le dit moins, mais ils sont tous les deux écrivains. Et donc je la remercie, car grâce à elle, j'aurai des lecteurs de qualité. Eh bien, il faut commencer par cela. Pour tout vous dire, Céline est pour moi un chemin de croix. C'est un chemin de croix car j'aime son œuvre sans l'aimer, mais je suis bien obligé, j'ai un peu de bonne foi, de reconnaître qu'il est l'un des plus grands auteurs du XXe siècle, ce qui m'arrache la bouche. Je n'aime pas le dire, mais c'est vrai. Il a un talent exceptionnel, qui est fondé, je pense que son secret, c'est en réalité une dose d'énergie au-delà du commun. Il a une force en lui colossale. Et c'est cette force qui circule, qui infuse, qui jaillit. Et on la voit clairement, car sa langue bouge. Il a inventé une langue qui bouge. Il appelait ça le métro. Le métro, ça avance. Il a inventé le rythme, la chanson, et surtout l'oralité. Il invente l'oralité, me direz-vous, mais voyons, c'est de la folie. Non. L'oralité, c'est quelqu'un qui parle à l'écrit. Alors vous allez me dire, il suffit d'un magnétophone, qu'est-ce que vous m'embêtez avec ça? Eh bien, pas du tout. Il donne l'illusion de l'oralité par la lecture, ce qui est totalement nouveau. Et pour donner cette impression, c'est comme les danseurs. D'ailleurs, il est amoureux de la danse. Toute sa vie, il sera passionné par les danseuses. L'esthétisme, le galbe, la cuisse, le muscle. Eh bien, toute sa vie, il sera passionné par le rythme. Et sa langue bouge, elle vit. Que nous dit-il? Il nous dit, si
Mon écriture vit quelques années, quelques mois, quelques jours, quelques heures, eh bien, elle aura vécu. Or, les autres écrivent dans une langue morte. Ils écrivent dans le style Versailles. Et c'est vrai. J'aime Monterland, j'aime même Chardonne, malgré le ciel de Niflheim. J'aime tous ces gens. Mais ils écrivent dans un style qui n'est pas celui de la rue. À l'époque, l'écrivain, c'est quelqu'un qui est très posé, qui vit dans son monde, rien à voir avec l'homme de la rue, le peuple. Celui qui commence à essayer de comprendre qu'il faut faire une langue moderne, c'est Hemingway, qui est à Paris dans les années 20, au-dessus d'un marchand au-dessus d'une scierie qui fait un bruit pas possible, et il essaye de faire des phrases simples en allant dans les cafés. Rien à voir avec Céline, je vous le dis tout de suite. Mais il recherche la simplicité dans le langage. Céline, lui, il a un langage, c'est l'expression est de moi, je la tente, un langage hémorragique, qui est agité de saccades, de pulsions. Ça jaillit comme une hémorragie. C'est un métro, ça se déplace, ça vit, vous voyez le mot bouger. Vous voulez une preuve? Lisez D'un château l'autre, 1957. Lisez un truc qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais fait, car il ment comme il respire, si ce n'était que ça. Il falsifie sa mémoire, et c'est pour ça que je fais cette conférence. Car ses biographes ont été floués. Pourquoi floués? Alors, on connaît le conflit d'intérêts. Ils sont en conflit d'intérêts, ces braves gens. Ils sont honnêtes, travailleurs, talentueux, les biographes, mais ils sont des copains de la veuve. Et c'est très emmerdant, car la veuve est toujours amoureuse de son mari. Si vous lisez, non, ne lisez pas parce qu'on ne lit plus, c'est fatigant. Regardez sur le site de l'INA 2 reportages. Premier reportage, la veuve. Les mains en avant, parce qu'elle se méfie de la caméra, vous savez. Voilà, elle a un turban. Elle est toujours levée sur un canapé. La peau luisante, s'enduite de crème coûteuse. Professeur de danse. Un accident jeune ne lui a pas permis de rester dans les danses classiques. Elle a été danseuse à l'Opéra Comique, pas du tout danseuse étoile comme le dira Céline, mais tout de même bonne danseuse. Et donc elle est dans les danses espagnoles, exotiques. Lucette Almanzor, qu'il a connu en 1935. Dans les années 60, un film noir et blanc, elle dit à celui qui l'interviewe: « Oh ben moi, ce qui m'a plu, c'était ses yeux bleus. Ah, elle l'aimait encore. Elle ne s'est jamais remariée. Elle est morte à 107 ans en novembre 2019. Et c'est pour ça que les biographes n'ont pas osé lui faire de la peine. » Voilà l'histoire. Le premier qui a soulevé le couvercle, et je lui en veux, je ne le connais pas, mais je lui en veux quand même, c'est Philippe Collin, qui a fait un podcast sur France Inter de 10 heures sur Céline, qui est sorti il y a 3 mois. Je lui en veux à mort, parce que j'avais écrit les 3/4 de ce qu'il dit avant lui. Mais c'est comme ça, moi je suis un laborieux, et donc on commence à lever le voile sur le vrai Céline. Car on pensait qu'il était moche. Mais non, il n'est pas moche, il est abject. Deuxième film, drôle, à l'INA. Lisez ça, c'est accessible sur Internet, toujours en noir et blanc. Un journaliste se balade dans la rue. Il poursuit des gens, des passants. Et il leur dit: « Vous voulez un livre de Céline ? Je vous l'offre. » Les gens se sauvent comme si on leur proposait des photos cochonnes. Peut-être même qu'ils s'arrêteraient davantage si on leur offrait des photos cochonnes. Ils partent comme si on les insultait, littéralement, comme si on les giflait. Une hostilité incroyable dans la rue. Il n'y en a que 2 qui ont des réactions différentes. Le premier dit « Ah oui, volontiers ». Et on lui dit « Ah, vous connaissez Céline, vous aimez Céline ?»« Ah non, je ne sais pas qui c'est. » Et le second, c'est un type avec un chapeau qui se balade avec une écharpe comme ça, très renfrogné. « Oui, je connais Céline. Il a été injustement traité à la Libération. » Bon, un ancien collabo. Voilà. Les autres n'en veulent pas. Il n'y en a pas un qui accepte. C'est fou. Et c'est le mystère de Céline. Pourquoi ? Parce que Céline, c'est quelqu'un qui a 3 catégories de lecteurs ou de non-lecteurs.
le président Vigneault. Vous savez, il était là la dernière fois, le président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Je trahis un secret. Ah non, je ne veux pas entendre une conférence sur Céline, je le déteste. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ne veulent même pas en entendre parler, ils ne veulent pas le lire. Car le type, il le trouve abominable. Réponse, il est antisémite. Mais s'il n'était qu'antisémite, mais je ne ferai pas une conférence, voyons. Ça n'en vaut pas la peine. Regardez comment c'est banal aujourd'hui. Tout le monde, beaucoup de gens sont antisémites. Ça ne vaut pas le coup de faire une conférence. Non, non, il est abject de A à Z. C'est incroyable de voir à quel point, d'ailleurs. On se demande pourquoi, c'est étonnant. Et d'ailleurs, il faut chercher à comprendre. Et ce qui est embêtant, c'est qu'encore une fois, c'est un bon écrivain. Donc, c'est un mystère. Deuxième catégorie, ceux qui ont essayé de le lire et qui me disent, il me tombe des mains. C'est trop noir, c'est trop vulgaire, c'est trop scatologique. À toutes les pages, ce qui n'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils disent. Ils parlent de caca. Je dis ça très poliment. En réalité, c'est bien pire. Hein. Ils parlent de caca, ils parlent d'une sexualité incroyable, très sale. Il part dans une langue vulgaire, très populaire, avec beaucoup de mots d'argot, et donc c'est insupportable, ça me tombe des mains, au bout de 30 pages c'est terminé, je ne veux plus entendre parler de Céline. Il y aurait le double de gens ce soir, mais il y a beaucoup de gens qui font un blocage. Parmi les gens que j'ai invités, on me dit ah, tout ce que tu veux, parle-nous de la délinquance juvénile chez les coupeurs de tête, mais pas de Céline. Celui-là, je ne veux pas. Blocage. Et les autres, il y a 20 000 Céliniens convaincus. Il y a un bulletin des Céliniens qui m'a fait l'honneur d'annoncer cette conférence avec le texte de l'annonce, ce dont je le remercie. Évidemment, j'ai été en contact avec lui, de la même que je me suis mis en contact avec, j'aime pas ce terme, mais bon, malpropreté de langage. Je suis entré en rapport avec, évidemment, Frédéric Vitoux, qui m'a répondu très gentiment. J'ai vu longuement François Gibault, le très grand biographe. Évidemment, j'ai lu, lisez-les d'ailleurs, David Alliot, qui a fait un ouvrage remarquable sur Madame Céline, parce qu'elle se taisait, mais elle était un rouage essentiel. Et puis, évidemment, Henri Godard, celui qui avait fait le premier album Céline, pas le second. Je trouve que le premier est mieux que celui qui a été fait par Vitoux. Mais enfin, là, je commence à parler un langage un peu trop technique. C'est pas le but. Alors, il faut bien affronter le mammouth. Et le mammouth, c'est pourquoi son succès avec ce que je viens de dire. Eh bien, quand on regarde bien l'œuvre, François Gibault n'est pas d'accord avec moi, mais je crains d'avoir raison. Eh bien, le seul succès que Céline ait rencontré dans sa vie est un succès de scandale. C'est un peu dommage. Il devrait avoir du succès pour la qualité de ses œuvres. Mais non, ça a toujours été un succès de scandale. Laissez-moi vous le démontrer rapidement. Ça nous permettra de dérouler les œuvres. Son premier livre, c'est une thèse de médecine publiée en 1924 sur Ignaz Semmelweis, dont il est permis de ne jamais avoir entendu parler. C'est sa thèse de médecine. Mais j'en parle pourquoi ? Parce qu'elle est littéraire. En fait, c'est une biographie. Il raconte la vie d'Ignaz Semmelweis, un médecin autrichien vers 1850, qui découvre une chose incroyable, c'est pourquoi les femmes meurent en couche de fièvre puerpérale. Pourquoi ? Ça va vous faire un peu vomir. Mais c'est vrai que cette conférence est toujours un peu vomitive, vous allez voir. Ben, tout simplement parce qu'ils font des autopsies et qu'après l'autopsie, ils ne se lavent pas les mains et ils accouchent les femmes. Et c'est bizarre, elles meurent comme des mouches. Et Semmelweis, qui est un génie, dit « il faut se laver les mains ». Voilà la thèse. Mais on se moque de lui. Pourquoi ? Parce qu'on dit, mais voyons, les scientifiques, vous savez, du haut de leur assurance, mais voyons, il ne peut pas y avoir des microbes vivants sur un mort, puisqu'il est mort. Vous voyez, on rit du haut de nos 150 ans de plus. C'est facile. Évidemment, tout le monde se fiche de Semmelweis, qui meurt fou et ruiné complètement.
on trouve déjà dans cette thèse le thème de la victimisation qui sera celui de Céline toute sa vie. Car Céline est un persécuteur qui se dit persécuté. Voilà, pour plagier Aragon et les surréalistes. Et ça, c'est le secret de Céline. Et donc, il choisit déjà en 1924 une thèse que d'ailleurs il éditera en 1936 pour faire bon poids avec un pamphlet anticommuniste qui s'appelle Mea culpa. Il reliera les deux œuvres. Inutile de vous dire que cette thèse n'a pas de succès, elle n'est pas faite pour ça. Donc, pas de succès de scandale, pas de succès. Puis, un petit opuscule, alors là, c'est pour les vicieux, sur la quinine. Bon, vous me permettrez de ne pas vous en parler, parce que là, clairement, il n'y a pas de succès du tout. Ni de scandale, ni rien. Mais c'est normal, c'est un ouvrage scientifique. Voilà. C'est pour être complet. Puis en 1932, Le Voyage. Alors là, on se dit, bah oui, c'est le livre que tout le monde a... Enfin, que ceux qui ont lu Céline ont lu. C'est effectivement un très grand livre. Bah, lui, au moins, il a un succès de qualité. Pas du tout. Non, même pas. Même pas Le Voyage. Alors, l'histoire du voyage, elle est assez laborieuse. Céline, je vous parlais de sa vie tout à l'heure. On va zapper ça, je vous en parle tout à l'heure. Céline travaille dans un dispensaire. Après s'être fait virer de la SDN, où il était dans un département d'hygiène. Et puis, il écrit ce livre, la nuit, péniblement, à Clichy, dans un logement infesté de punaises. Il vit avec Elisabeth Craig, dont on a fait une espèce de rosière, et qui s'avérera ultérieurement une personne très délurée. Très, très délurée. Très, très, très délurée. Céline, qui est un homme qui a adoré Elisabeth Craig, qui est la femme de sa vie, la propose à ses copains, d'hommes dans les partouzes. Ça, c'est la réalité. Demandez-moi mes sources, s'il vous plaît. Je vous en prie, il y en a plein. On ne l'entend pas tellement dans ses biographies, on en parle un peu, mais on en parle, il y a des traces. Et donc, il est abject avec cette femme qui en a un peu marre, il est un peu dingo, mais elle vit avec lui parce qu'il l'amuse. Elle a auparavant découvert la drogue, les partouzes, toutes les formes de sexualité possibles et imaginables. Et après Céline, elle ira avec un gangster. On a longtemps cru que Céline en rajoutait, mais elle épouse Ben Tankel. Qui est Ben Tankel? C'est l'homme de confiance de la mafia, celui qui achète les terrains à Las Vegas pour la mafia et qui blanchit l'argent en achetant des puits de pétrole avec des méthodes. Bon. Jean Monnier, un professeur de littérature français vivant en Amérique, a découvert Elisabeth Craig en 1988. Et là, il découvre qu'elle n'a jamais lu le livre qui lui est dédicacé, Le Voyage au bout de la nuit. Ah, Elisabeth Craig, en 88, vous l'avez lu? Non. Elle dit, oh, bah, il faut que je le lise quand même. Et elle meurt un an après, je ne sais pas si elle a eu le temps. Et elle raconte la vie d'une mafieuse, quoi. Et ça, c'est la fleur bleue de Céline. Alors, il écrit ce bouquin. Et là, commencent les malentendus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ben, il y a évidemment son style. Un style totalement neuf. L'oralité transposée à l'écrit. Et là, pardon Roméo, je vais lui couper un peu l'herbe sous le pied, c'est comme un bâton trempé dans l'eau que l'on croit cassé. Vous savez, quand un bâton est trempé dans l'eau, il y a un effet d'optique, on croit qu'il est cassé. Eh bien, il faut donner l'illusion de l'oralité dans l'écrit. Mais l'écrit déforme l'oral. Donc, il faut énormément de travail pour donner l'illusion d'une oralité non déformée. Donc, il y a l'écrit, il y a la langue populaire. Ce n'est pas du tout une langue populaire. C'est une langue trafiquée, très travaillée, qui donne l'illusion du langage qu'on entend dans la rue. Mais ce n'est pas du tout le langage de la rue. Céline n'est pas du tout un homme du peuple. C'est un bourgeois qui se pique au début de sa vie d'origine aristocratique. Et on découvre une langue pseudo-populaire. Céline défend les humbles. Mais il ne les défend pas, il les méprise. Ce qu'il écrit sur eux dans son livre, les Français sont abrutis par l'alcool, ils sont complètement stupides,
ils veulent que des consultations gratuites, et après ils viennent m'emmerder. Voilà. Ça, c'est l'homme qui aime les autres. En réalité, il n'aime personne. Il aime 3 copains avec qui il ne se saoule même pas puisqu'il boit de l'eau. À l'époque, il boit encore. 1932, le voyage. Il raconte comment il est à l'armée en 1914. Car tout ce qu'il va écrire est autobiographique. Déformé, mais autobiographique. Et c'est Bardamu, le fameux Bardamu. Et il est là, à l'armée. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit qu'il a envie de déserter. Il écrit que la guerre est absurde. Il écrit que ce sont des pauvres qu'on pousse contre d'autres pauvres. Et il a des phrases d'une grande humanité. Et effectivement, ça a une grande valeur littéraire. Alors, qu'on ne cherche pas du patriotisme dans ce qu'il écrit, j'y reviendrai. Lui qui dira toute sa vie « je suis un patriote ». C'est un hymne au défaitisme, c'est un hymne au « à quoi bon se battre » qu'on retrouvera en 1940. Les nazis l'aimeront beaucoup, voilà, parce qu'il commence très tôt comme ça. Et puis, son double, qui est Robinson, son copain, qu'est-ce qu'il cherche ? À déserter. Et puis, ils n'y arrivent pas. Et puis, on l'envoie une mission, on lui demande de porter un message, il dit qu'il se porte volontaire. Bon. Et à l'époque, c'est pas du tout la guerre de 14, c'est la guerre de 1860. À l'époque, on porte le pantalon Garance, on a une armure, on a un casque avec des plumes, et on est à cheval. Il n'y a pas les tanks, il n'y a pas les tranchées. En fait, il est blessé fin octobre 1914 et il ne remettra plus les pieds à l'armée. Il a une chance de cocu. Pourquoi ? Parce qu'il est blessé au bras. Il lui faut une bonne année pour se remettre. Et il a un choc à l'oreille, ce qui lui permettra plus tard de dire qu'il a été trépané, ce qui est complètement faux. Voilà, faux, mais archi-faux. Et c'est écrit, documenté, prouvé. Car il en rajoute tout le temps. Alors il est quand même réformé à 75%, ce qu'il brandira toute sa vie, y compris lors de sa demande d'amnistie, qui est une escroquerie aidée par des juges ex-collabos. Voilà. Qui font semblant de ne pas savoir qui est des touches, alors qu'il y a un dossier d'extradition comme ça sur lui depuis des années. Alors je veux bien que les juges soient paresseux, je veux bien qu'ils n'ouvrent pas les dossiers, mais au moins quand on n'arrive pas à voir l'avocat parce que tellement le dossier est épais, on essaie de savoir de qui il s'agit au moins. Et quand le juge dira plus tard, au moment de l'amnistie, au ministre qui le convoque en disant « mais comment vous avez pu faire ça ?», le juge répond « ah ben moi, en littérature, mes connaissances se sont arrêtées à Flaubert ». Ça s'appelle prendre des gens pour des abrutis, mais alors bien. Bien. La justice n'a pas été épurée, c'est tout. Voilà. Le procureur qui requérait contre Pétain, vous savez ce qu'il faisait pendant la guerre ? Il était le chef du service des dénaturalisations. Oui, le procureur Mornay. Et vous savez ce que sont devenues les archives de la dénaturalisation ? Non ? Elles sont brûlées. Ah ben, voilà. Voilà les juges d'après-guerre. Bon. Alors évidemment, il est amnistié. On est toujours au voyage. Première partie, défaitisme, talent. C'est écrit avec beaucoup de talent. Et puis ensuite, eh bien, il va à Londres. Là, il triche. En réalité, il travaillait au service des visas en 1915. Mais il fréquente beaucoup les prostituées et les macros. Et il en fera plusieurs livres. Il en parle dans Le Voyage. Il en reparlera dans Guignol's Band. Et puis il en parlera dans Guerre, dont on parlera tout à l'heure, qui est dans les manuscrits retrouvés. Pardon, pas dans Guerre, dans Londres, deuxième manuscrit retrouvé. Et là, il raconte des aventures picaresques de prostituées, de beuveries. Et il y a même un juif qui n'est pas trop antipathique, un médecin. Il n'est pas encore devenu dingo de ce côté-là. Et puis ensuite, eh ben, il va en Afrique. Et ça, c'est vrai. Car il est allé en Afrique. Il trouve une cargaison incroyable dans sa case, dans sa plantation perdue, dans le Cameroun.
il trouve une cargaison incroyable de cassoulet en boîte. Voilà. Son prédécesseur a volé la caisse, et lui, il volera la caisse en partant, et de toute façon, il s'en fiche de la plantation puisqu'il trafique l'ivoire. C'est pas la moralité qui l'étouffe, hein. Et il aime bien l'argent. Lui, le médecin des pauvres, le Saint-Vincent de Paul, celui, écoutez sa veuve, oh, l'argent ne l'intéressait pas du tout, ce qui est un mensonge. Gobseck, à côté de lui, était quelqu'un de désintéressé. Il ne parle que d'argent dans ses lettres toute sa vie. Et donc, l'Afrique. Et puis après, il va aux États-Unis. C'est un fantasme, puisqu'il n'ira que plus tard aux États-Unis, en 1926. Mais il écrit ça en 1930. Donc, effectivement, il parle des États-Unis. Et là, il a des images merveilleuses. C'est une ville debout. Extraordinaire. Et là, il va inventer un personnage de prostituée extraordinaire, qui est Molly, dont le modèle est Elizabeth Craig, prostituée. Et cette prostituée, c'est la seule qui a du cœur. De la même manière qu'en Afrique, il y avait un sergent qui ruinait sa vie pour entretenir une petite nièce qu'il ne voyait jamais à Bordeaux, mais il se saignait aux quatre veines pour qu'elle puisse avoir une éducation, alors que lui ne pouvait jamais prendre de vacances. Ce sont les deux seuls personnages positifs du livre. Et puis à la fin, comme c'est un panorama, eh bien, il raconte sa vie dans le dispensaire qui ne porte pas le nom de Clichy. Ah, c'est gentil, Bernard. Il raconte sa vie dans le dispensaire, et là, on voit ce qu'il pense des pauvres. Et là, il y a encore une ambiguïté, toujours avec Céline. C'est le Saint-Vincent de Paul, vous savez. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui se passera tout le temps. Céline n'a jamais voulu être le médecin des pauvres. Céline n'a jamais voulu travailler dans un dispensaire. Céline a voulu s'installer dans un cabinet libéral et gagner de l'argent. Mais à chaque fois qu'il l'a fait, ça ne marchait pas. Il n'avait personne. Qui nous répond à cela? Eh bien, par exemple, les journalistes. Il y a un livre entier qui a été écrit sur les critiques du voyage au bout de la nuit. Je l'ai lu. Vous voyez, je suis un peu marteau. Et il y a une journaliste qui le décrit et qui dit « c'est insupportable de lui parler, il est tout le temps debout, il gesticule, il a un regard de dingue et il parle trop fort. » Vous comprenez pourquoi il n'a pas de clients. Parce que amusez-vous à faire ça, du Céline, vous allez voir si vous allez avoir des clients. Et elle n'est pas le seul à le dire, et elle n'est pas méchante. C'est un exalté. Bel homme, mais exalté, et qui a l'air un peu barjot. Alors du coup, comme il ne trouve pas à s'installer, il rentre au dispensaire. Et la légende de Saint-Vincent de Paul, je reçois les écrouelles, je soigne les malades, les pauvres. Oui, il les soigne gratuitement puisqu'il est payé pour ça. Et oui. Et à l'époque, on est bien payé dans les dispensaires parce que les gens ne se bousculent pas pour y aller. Et donc, quand il dit « Ah, on ne peut pas lui demander d'argent », oui, évidemment, il est payé, il a son mois, il a sa mensualité. Qui le rappelle dans les biographies? Et pourtant, c'est évident. Si, certains en parlent, mais peu. Donc, la légende de Saint-Vincent de Paul, elle s'écroule. Et donc, il a essayé d'ouvrir son cabinet à Clichy, ça n'a pas marché. Il va essayer en 1939 à Saint-Germain-en-Laye, ça n'a pas marché. Et puis, il essaye encore. Alors, vous allez me dire, à la fin de sa vie, il est un peu médecin, il a très peu de malades et il ne les fait pas payer. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il redoute une saisie. Et il crie Urbi et Orbi, je suis gratuit, je suis gratuit. Et il soigne très 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 peu de gens. Il y a ici des marchands d'autographes de très grande qualité. Ça se vend une fortune, une ordonnance de Céline à Meudon, car il y en a très peu. Donc, voilà, vous voyez, le mythe en prend un coup dans la figure quand même. Et le livre est fini. Voilà. C'est très beau. C'est d'une noirceur folle. À l'époque, quand on l'interroge, il répond « Je suis habité par la mort ». C'est très beau, il faut le lire. Mais malheureusement, on ne peut pas dire que tout ça plaide pour l'homme. Alors, puisqu'on parle du voyage, ça va être notre première lecture, mon cher Arthur.
En arrivant à la Pourneuve, il m'a fait comme ça, Augustin. Dis donc, Ferdinand, tout à l'heure, pendant que je somnolais, essaie pas de me contredire. Tu m'as fait les lignes de la main? Qu'est-ce que tu as donc vu? Je savais bien ce qui l'inquiétait, c'était son foie depuis longtemps, le rebord sensible, et puis des cauchemars infects. Il se constituait sa cirrhose. Le matin, souvent, je l'entendais vomir dans l'évier. Je l'ai rassuré, ça servait à rien de l'inquiéter, le mal était fait. Le principal, c'était qu'il conserve ses boulots. À la jonction, il l'avait eu presque tout de suite, sa place au bureau de bienfaisance. À la sortie de ses études, grâce à un petit avortement, on ne peut pas dire le contraire, sur la bonne amie d'un conseiller municipal très conservateur à l'époque. Il venait juste de s'établir, Gustin, à côté, pelé comme un rat. Ça s'était effectué pépère, sa main tremblait pas encore. À la fois suivante, c'était sur la femme du maire. Encore un succès. Pour la gratitude, il fut nommé médecin des pauvres. Tout d'abord, il avait bien plu, et à tout le monde dans ses fonctions. Et puis à un moment donné, il a cessé de plaire. Ils en ont eu marre de sa gueule et de ses façons. Ils ne pouvaient plus le renifler. Alors, ils ont mis tout en œuvre. C'est à qui lui ferait des misères. On s'est bien régalé de sa fiole. On l'accusait à peu près de tout, depuis d'avoir les mains sales, de se gourer dans les doses, de pas savoir les poisons, de puer de la gueule en excès, d'avoir des chaussures à boutons. Quand on l'a eu bien tracassé, qu'il avait honte même de sortir, et qu'on lui a bien répété qu'on pouvait le vider comme un paix, alors on s'est ravisé. On s'est remis à le tolérer sans aucune raison nouvelle, seulement qu'on était fatigué de le trouver si moche et si veule. Toute la crasse, l'envie, la rogne d'un canton s'était exercée sur sa pomme. La hargne fielleuse des plumitifs de sa propre turne, il l'avait senti passer. L'aigreur au réveil des 14 000 alcooliques de l'arrondissement, les pituites, les rétentions exténuantes des 6 422 blénorés qui n'arrivaient pas à tarir, les sursauts d'ovaires des 4 376 ménopauses, l'angoisse questionneuse des 2 266 hypertendus, le mépris inconciliable de 7 222 biliaires à migraine, l'obsession soupçonneuse de 47 porteurs de ténia, plus de 352 maîtres des enfants aux ascariotes, la horde trouble, la grande tourbe des masochistes de toute lubie, eczémateux, albumineux, sucrés, fétides, trembloteurs, vagineux inutiles, les trop, les pas assez, les constipés, les enfoirés du repentir, tout le bourbier, le monde en transfert d'assassins était venu refluer sur sa bouille, cascader devant ses binocles depuis 30 ans, soir et matin. Voilà le talent de ces livres. Et en fait, il a encore plus de talent. C'est pas grave, c'est un bel organe. Et en fait, il a encore plus de talent que ça, puisque l'autre médecin du dispensaire dont il nous parle, c'est lui. Car en fait, ces personnages, c'est lui. Robinson, son copain, c'est lui. Là, il vit dans la crainte, et ce sera une tendance chez lui éternelle. Il est très paranoïaque. Il vit dans la crainte de se faire virer. Il s'est fait embaucher dans un patelin un peu communiste. Il s'entend assez bien avec le maire, d'ailleurs. Il en rajoute toujours. Hein. Mais on le regarde un peu de travers, parce qu'il est quand même assez bizarre. Mais lui, tout le monde me hait. Vous voulez ma mort? Hein? Voilà, c'est ça toute sa vie. Et donc, dès qu'on le regarde un peu de travers, bah, il pense qu'on veut sa peau. Alors, vous voyez ce que ça donne? Évidemment, c'est du talent. C'est pathologique, à mon humble avis. J'étais très déçu par les études psychanalytiques qui ont été faites sur Céline. C'est vraiment pas bon. Mais sans être médecin, on peut quand même voir que beaucoup de choses, on va dire qu'il y a des clés à molette qui se sont perdues. Mais quel talent! Après le voyage, heureusement son père est mort, parce que après, qu'est-ce qu'il va prendre, son pauvre père? On en parlera. Son pauvre père qui s'est toujours très bien occupé de son fils. Qu'est-ce qui ne va pas être récompensé, hein? Eh bien, le livre a un succès critique chez quelques-uns. Alors, c'est Léon Daudet, c'est Descaves, membre du prix Goncourt, Jean H. Albert, Gide, qui était membre du jury de lecture de Gallimard,
Gallimard, Céline colporte la légende que Gallimard a accepté son livre 2 heures après De Noël et Style. C'est faux. En réalité, Gallimard n'a pas voulu de son bouquin parce qu'il était trop gros, et Gallimard a demandé des coupures que Céline a refusées, car Céline, c'est son premier livre, dit « Moi, des coupures, aucune. Rien. C'est parfait ce que j'ai fait. Si vous n'aimez pas, tant pis pour vous. » On ne peut pas dire que la modestie l'étouffait. Évidemment, avec Gallimard, le président du jury de lecture, c'était Benjamin Crémieux. Gide était assez partisan. Gallimard aura toujours le regret, mais après coup, de ne pas avoir édité Céline. Et il lui fera un pont d'or au début des années 50. Gallimard fera les meilleures conditions financières qu'il a fait dans sa vie pour Céline en 51. Ce qui donnera lieu à un scandale inouï dont on parle très peu. Allez, je vous en parle tout de suite. Vous savez, Céline qui n'aime pas l'argent, toujours lui. 18% de droits d'auteur, jamais accordé à personne. 1000 francs par mois. Parlons fric, hein, puisque c'est ça qui l'intéresse. Et 5 millions d'avance. Ces livres ne se vendaient pas du tout depuis la guerre. On a 51, 52. Et puis, 5 millions d'avance, comme c'est pas assez, il râle, il a 10 millions d'avance. Énorme. Quand il meurt en 61, sa veuve pleure. « J'ai pas d'argent, je suis dans la misère, il ne me laisse que des dettes. Je dois 5 millions à Gallimard, c'est affreux. » À l'époque, la veuve n'est pas la seule héritière, car Céline a fait un enfant qui s'appelle Edith, on va me le dire, Colette. Edith, c'était sa femme. Il fait un enfant qui s'appelle Colette, et Colette est donc son héritière. Et donc il y a 2 héritières, sa veuve, Lucette, et Colette. Mais Lucette dit tellement, mais je n'ai que des dettes, c'est affreux, je suis ruinée. Je dois 5 millions à Gallimard d'avance parce que les livres ne se sont pas vendus. Et que fait Colette? Et c'est à l'origine d'un procès qui a lieu maintenant. Parce que les héritiers font un procès sur les manuscrits retrouvés. Colette renonce à la succession, car elle ne veut pas des dettes. Alors si vous lisez bien, un peu partout, vous trouvez une histoire assez triste, assez sombre, dont on parle peu. Une fois qu'elle a renoncé à la succession, André Damien, avocat de Lucette, c'est lui qui a présenté François Gibault en 62. François Gibault qui était très proche de Tixier-Vignancourt, qu'il remplaçait dans un certain nombre de procès. André Damien, il se trouve que je l'ai connu. C'était mon maître. Il était d'une gentillesse absolue avec moi, alors qu'il n'était pas très commode. Il m'aimait bien. Je peux vous attester d'une chose, c'est qu'il ne connaissait rien à la comptabilité. Et avec André Damien, on faisait le cercle des poètes disparus. Il nous amenait à la Jouvet dans un amphi vide le soir. Il avait choisi ses chouchous, parce qu'il était comme ça. Il volait des dossiers au greffe à Versailles, des dossiers vivants, hein, du pénal. Il nous les filait. Raoult nous habillait, il jouait l'habilleuse. Et Damien était en bas, et il nous disait « Non, c'est pas bon là, tu plaides mal, arrête ». Il faisait ça avec très peu de monde. J'ai un peu connu André Damien, tout de même. Or, l'histoire nous dit qu'André Damien épluche les comptes, ça me fait mourir de rire. De Gallimard, il épluche. Corvée de patates. Et que découvre-t-il? Une fois que Colette a renoncé à la succession, il découvre qu'elle est créditrice et pas débitrice. C'est pas beau, ça? Et l'autre, entre-temps, elle a renoncé à la succession. Voilà. Toute sa vie, il a joué aux pauvres, alors qu'il était bourré d'argent. Quand il fuit Paris en juin 1944, il a 1 million d'argent avec lui. Et il en a autant planqué au Danemark en pièces d'or, enterré à la Harpagon. Et ensuite, il va jouer les prolos tout le temps. Il arrivera même à piller un de ses copains qui vit dans la misère en disant « Je meurs de froid dans mon chalet au Danemark ». L'autre lui fait envoyer du charbon avec une souscription.
Et quand les gens arrivent plus tard, les allées sont pavées de charbon tellement il y en a, parce qu'il manquait de rien. Il avait de l'eau, il avait du chauffage, il avait tout. Mais il se plaignait tout le temps. Voilà qui c'était Céline. C'est pas beau ça? Vous avez lu ça quelque part? Je peux vous garantir, hein, les sources sont là, je ne les ai pas inventées. Voilà, c'est un peu pénible. Alors, pourquoi succès de scandale? Tout simplement parce que le livre, il a ses flatteurs, mais il a aussi beaucoup de gens qui disent non, c'est ordurier, c'est pas bien, c'est scatologique, c'est tout ce que vous voulez. Et fin 32, son père est mort donc dans la même année, eh bien c'est le scandale du prix Goncourt. Descaves, qui avait déjà claqué la porte, qui ne siégeait plus, est revenu pour voter pour Céline. Il y a un vote informel qui semble se dégager en faveur de Céline. Et quelques jours plus tard, c'est le vote officiel. Et là, on vote pour Guy Mazeline, Les Loups, un livre dont vous vous souvenez, bien sûr. Et Céline n'a pas le Goncourt, il en fait une maladie. Et il se sauve dans un voyage, tout frais payé comme d'habitude par la SDN, qu'il a viré en 27, mais il a réussi à convaincre son chef de service, le professeur Rachman, un juif, de lui payer des voyages où il ne fait pas de rapport, et il désigne lui-même les villes, et ce sont les villes où habitent ses maîtresses. Voilà. On a les noms, hein. On peut dénoncer Silipam, Erika Yergang, etc., etc. Et c'est juste dans ces villes qu'il veut aller. Et donc, il va bouder en voyage en Allemagne. Il est très en colère. Mais le scandale du prix Goncourt, Descaves vend la mèche à un journaliste en disant « le jury a été acheté ». Et ça s'appelait, ça fait du buzz, ça fait un scandale. Et le livre, les ventes décollent. Et il en vendra beaucoup. Succès de scandale. 36, j'avance, l'heure avance. Il dit qu'il a mis 10 ans à écrire Mort à crédit, c'est pas vrai, il a mis 3 ans, mais peu importe. Grand livre aussi, très grand livre. Pas de succès. Et pire, Descaves, à qui il a dédicacé le livre, parce qu'il l'a aidé lors du premier bouquin, Descaves ne dit rien. Pas de critique, rien. Ses fans du premier bouquin se taisent. Car là, il a passé les barres de l'outrance. Mort à crédit est tellement violent dans la scatologie, la sexualité, que même de Noël, qui est sa groupie, lui dit il faut faire des coupures. Il refuse, bien sûr. Et donc de Noël, au moment du passage à l'imprimerie, supprime des passages et le livre sort avec des blancs. Et il sort, manque de peau, 8 jours après l'élection du Front populaire. Et c'est vrai qu'on ne pense pas trop à la littérature. Et il en voudra évidemment. Il fera un lien entre la victoire du Front populaire et l'échec de son livre. Échec de son livre qui est malheureusement patent. Ça ne marche pas. Et là, il est fou de rage. Fou de rage. Pour la petite histoire, si le voyage au bout de la nuit est sorti, c'est grâce à un juif. Pourquoi? Parce que de Noël, qui était enthousiasmé par le livre, avait un associé, Bernard Steele, un juif, un Américain. Et Bernard Steele était comme de Noël, il n'avait pas d'argent. Et de Noël dit, il faut absolument publier ce livre. Steele dit, oui, c'est pas mal. Il faut que tu appelles ta mère. La mère de Bernard Steele vit aux États-Unis, elle est américaine. Il dit, maman, il faut absolument que tu m'envoies de l'argent, il faut qu'on publie ce gros pavé. Elle lui envoie l'argent, et c'est grâce à elle, une juive, que le livre sort. Ça ne s'invente pas, ça. Autrement, il n'y aurait pas de Céline, puisque NRF n'en avait pas voulu. Donc 36, ça ne marche pas. Alors là, il n'est pas content. Et puis dans son dispensaire, ça ne s'arrange pas non plus, puisque le docteur Hichok, le chef du service, est évidemment un espion communiste, un juif, donc évidemment c'est un espion communiste. Et puis, il l'embête, il n'est pas content, donc il focalise. Céline écrit des ballets. Il est toujours intéressé par la chanson, la musique, la danse. Ce sera sa passion. Il envoie un ballet pour l'exposition de 37. Et les Juifs,
Comme si Léon Blum avait refusé son ballet. Il avait autre chose à faire. Les Juifs refusent son ballet. Voilà. Donc le dispensaire, etc. Et donc, une explosion de violence. Alors là, il n'écrit pas en 3 ans, il écrit ça en 1 mois et demi, 2 mois. C'est le pamphlet énorme, Bagatelle pour un massacre, qui n'a jamais été republié depuis la guerre, mais qu'on trouve dans toutes les librairies parce qu'il s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, ce qui est la fortune de Céline. C'est comme ça qu'il a gagné sa vie. Vous trouvez ça, ça vaut 90, 100 euros. Vous trouvez ça partout, hein, dans toutes les crèmeries. C'est un brûlot, mais invraisemblable. Alors quand j'en parle à ce cher François Gibault, il me dit, mais c'est un livre de grand talent. Ben oui, manque de peau, oui, c'est vrai. C'est de la propagande nazie totale. C'est exactement les mêmes thèmes. Hein. Sur les Juifs, ce sont les mêmes expressions. Des statistiques falsifiées, à gogo. Alors évidemment, l'idée, c'est de dire la France est envahie par les émigrés allemands. Il y en a 1 million, en réalité, il y en a eu 100 000. Bon, on ment. Et puis alors, ils se citent entre eux. Et vous savez, comme c'est imprimé, ça finit par être vrai, quoi. Donc, et il a une documentation très forte qu'on retrouve dans le dossier juif, qui est dans les documents récemment retrouvés, ceux qui ne sont toujours pas rendus publics, ce qui pose un problème. On y reviendra. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Malheureusement, il y a beaucoup de talent. Son talent hémorragique jaillit en giclée de haine. Mais c'est de la haine tellement forte, et il y a de l'humour, parce qu'il a de l'humour, ce salaud, que ça plaît. Et il élabore une théorie. Alors à la fin, il y a quelque chose de très bon d'ailleurs, c'est sa visite à un hôpital soviétique où il y a un médecin qui ausculte les femmes à main nue, alors toujours très scatologique, je rentre pas dans le détail, c'est très grunge, comme on dit. Donc je préfère ne pas en parler, mais beaucoup de talent. C'est drôle, c'est violent, c'est comme un alcool très fort. Évidemment, une fois que vous lisez ça, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller chasser les Juifs avec un fusil, quoi, parce que ils ont tellement tous les défauts, ils sont responsables de tout. Et là, on élabore un scandale absolu, que je retrouve dans le supplément du Figaro il y a 1 mois. Manque de peau. Eh oui. Une théorie que l'on reprend. Et là, je trouve ça assez fort de café. Avec des précautions. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ah ben oui, mais Céline était pacifiste. Il faudrait que j'ai des fossiles pour dire ça. Vous savez, comme ça. Céline était pacifiste, or les Juifs poussaient à la guerre. Alors il était antisémite? Eh oui, on ne l'aurait pas trouvé tout seul. Les Juifs poussaient à la guerre, c'est exactement les théories d'Hitler. Hitler dit, je veux la paix, mais on n'arrête pas de m'embêter. C'est affreux, quoi. Et les Juifs, ben, c'est eux les responsables de la guerre. Il dit d'ailleurs, ça va éclater. Et après, il dira, je l'avais bien dit. Alors quand on lit ça dans le Figaro en disant ben, il était antisémite parce qu'il était pacifiste, mais Céline n'a jamais été antisémite pour ça. On sait très bien pourquoi il était antisémite. Parce qu'il était nazi. Alors quand je dis ça à un célinien, on me regarde comme si j'avais perdu la tête. Il était nazi. Quand on écrit « je suis avec Hitler, je suis hitlérien », ce qu'il a écrit noir sur blanc, sauf à dire qu'Hitler n'était pas nazi. D'ailleurs, il l'a écrit quelque part, vous verrez. Quand il écrit un juif après la guerre, alors là, c'est du révisionnisme total. Hein. Il n'a jamais été antisémite. Les nazis non plus. On vous la lira parce que on croit qu'il a vu, mais il l'a réellement écrit. Et là, on est confondu de voir que ce mythe existe. Mais enfin, qui a voulu la guerre? C'est Hitler ou c'est les Juifs? Enlevez-moi d'une erreur là. Hitler, il voulait pas envahir l'Europe pour la dominer sous domination allemande? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai tort. Hein. Bah, c'est odieux d'écrire une chose pareille. Et puis en plus, on rajoute, toujours dans le Figaro, hein, un truc bien connu. Ah ben, il était antisémite, mais à l'époque, tout le monde l'était. Monterland était antisémite, Morand était antisémite, Drieux, tout ça. Ben oui, sauf que ils n'ont pas fait des trucs pareils.
Le seul pamphlet qui a été écrit, c'est par Marcel Jouandeau, Le Péril juif, qui a été édité par un éditeur financé par les Allemands, Sorlo. Bon. Et on a toujours dit, comme une espèce de postulat, Céline n'a jamais touché un sou des Allemands. Moi, je dis, on n'a jamais retrouvé la preuve. Mais tout de même, c'est quand même troublant. Alors, de dire que les Juifs sont responsables de la guerre et pas Hitler, bon, moi je pense que le révisionnisme a des limites. Or, c'est ça. Ça se vend très bien, il est très content. Et en 1938, donc succès de scandale. 1938, l'école des cadavres, ça a marché, il l'écrit en 2 coups de cuillère à peau, c'est moins bon, toujours ultra antisémite, mais là il rajoute un truc qui est pas mal. C'est là où il écrit « Je suis hitlérien, je veux un rapprochement de la France et de l'Allemagne ». Mais pourquoi il est antisémite? Parce qu'il est arien. Il écrit « Je suis celte, je suis attiré par les femmes blanches du Nord ». Je ne suis pas woke, je vous rassure. Mais lui, il invente... c'est les théories raciales allemandes, complètement. C'est ça son antisémitisme. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est du côté d'Hitler. Et il écrit « Je suis du côté d'Hitler ». Manque de peau, quand sort l'école des cadavres, son pamphlet? Fin 1938, juste après Munich. Et donc il est du côté d'Hitler au moment où Hitler a fait plier la France et l'Angleterre en les faisant chanter, en disant « c'est la guerre si vous ne me livrez pas la Tchéquie ». Enfin, les Sudètes, puis la Tchéquie, puis le reste. C'est les Juifs qui sont responsables de ça, évidemment. C'est les Juifs qui ont envahi les Sudètes, la Tchéquie, et puis, la Chine. Voilà. Alors, c'est un peu gênant, car même ses amis d'extrême droite sont gênés. Évidemment, l'antisémitisme ne les gêne pas, mais le fait qu'ils soient pro-hitlériens et qu'ils l'écrivent noir sur blanc au point de demander la fusion entre la France et l'Allemagne, ça les gêne. Parce qu'eux, ils sont patriotes. Je ne connais pas Céline. Céline est un traître dans l'âme, je le dis. Après avoir prôné la désertion, il prône l'alliance avec Hitler au moment où Hitler veut la peau de la France. Il a écrit depuis 1923. Bon. Alors je sais bien que Céline dit, j'ai pas lu Mein Kampf, mais quand même. Donc succès. Et là, il engage de l'argent. Mais là, on se méfie. Et là, on dit, attention, il faut caviarder un peu tout ça. Donc édition expurgée de Bagatelle. Et puis, ce que j'ai ici entre les mains, c'est le texte intégral. Car évidemment, pendant la guerre, il s'en donne à cœur joie, il en vend des quantités. Que dira-t-il après la guerre? Ah ben moi, je me suis pas acharné contre les Juifs, j'ai jamais demandé que mes pamphlets soient republiés. Ben, il oublie qu'il a publié Les Beaux Draps, un autre pamphlet antisémite en 1941, et qu'en 1941, il a encore aggravé son cas. Pourquoi? Parce qu'en 1941, outre l'antisémitisme, il écrit « L'armée française courait tellement vite devant les Allemands que j'ai jamais pu la rattraper. » Ça fait mourir de rire les nazis qui se foutent de l'armée française qui vient d'être vaincue. Si ça, c'est pas un traître, qu'est-ce que c'est? Pétain est tellement écœuré qu'il fait interdire le livre « Les Beaux Draps ». Tout de même, 1941. Ça n'aura pas beaucoup d'effet parce que les Allemands adorent le bouquin, il se vend très bien. Et puis, Céline dit, j'ai pas fait publier mon livre, mes pamphlets, ils ont été publiés, alors il concède, mon éditeur les a republiés, mais c'est pas moi, c'est lui qui a voulu. L'honnêteté de François Gibault, que j'ai longuement vu, évidemment. Et Gibault me raconte 2 choses. D'abord, comment il s'est inscrit en 1939 à l'Ordre des médecins à Saint-Germain-en-Laye pour ouvrir un cabinet libéral. C'était son rêve, qui ne marche pas du tout, inutile de vous le dire. Il reçoit un client et encore en un mois, il s'éteint dingue. Et puis après, il abandonne. La lettre qu'il écrit, merveilleuse, au président de l'Ordre des médecins. Gibault me dit, ils ont refusé de me la donner, mais je l'ai recopiée. Très honnête, Gibault. Il prend la défense de la veuve, la défense de la mémoire de Céline, mais par honnêteté, il réunit tous les documents. Et je lui rends hommage, publiquement.
Cette lettre est une infamie. Je suis un arien. C'est un délire complet. Et c'est toujours François Gibault qui rend visite dans les années 70 à Karl Epting, le président de l'Institut allemand pendant la guerre, grand copain de Céline, qui détestait les Allemands, a-t-il toujours répété. Céline, quel était son meilleur ami? C'était Hermann Bickler. Hermann Bickler, colonel SS, préfet de Strasbourg, nommé par les nazis, qu'il allait voir à la Gestapo à peu près tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait à la Gestapo? Il faisait le plein de sa moto. Les Allemands lui filaient de l'essence, il n'y avait pas d'essence. Et les Allemands lui filaient des quantités de cigarettes que Céline revendait car il ne fumait pas. Mais il n'aimait pas les Allemands. Quelle horreur. Non. Alors, vraiment, dans le genre sale type, on ne fait pas mieux. Et que trouve Gibault? Chez Epting, c'est Epting qui lui file les lettres. On est donc dans les années 70. 2 lettres extraordinaires qui sont dans les bios de Gibault, mais noyées dans les Juifs poussés à la guerre, il était pacifiste. Bon, enfin bref. Et là, on voit, incroyable, lettre de Céline qui écrit à la direction Schleu et qui dit « Donnez-moi du papier, je veux publier mes bouquins. » On est en 42. Je veux 15 tonnes. Et puis un an après, je veux 3-4 tonnes. Et il les obtient à une époque où il n'y a pas de papier. Alors qu'ils ne viennent pas dire « j'ai pas voulu qu'on publie ». Et puis l'argent, il a encaissé. Ce type est ignoble. D'ailleurs, dans Papy fait de la résistance, il y avait un truc pour dire « c'est immonde ». Eh bien, Céline est immonde. Et il ment surtout. Et après, la guerre. Il prend Alberno, un ancien résistant, comme défenseur. Je zappe. Alberno ne lui prend pas un rond. Et Alberno, à la fin, sera tellement écœuré de Céline qu'il dira « c'était pas le genre d'Alberno, c'est un salaud ». Son avocat. Quant à Tixier, j'ai posé la question à Gibault. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Réponse, des vieilles dentelles. Ça a été ses honoraires. Voilà, ce qui était radin comme un pou. Et il professait toujours la pauvreté. Donc, les succès de Scandale, vous les avez vus. Et puis il n'y en a plus. Parce qu'après la guerre, il veut se faire republier, ça ne marche pas. Personne n'en veut, il est passé de mode. Et donc, le dernier succès de son vivant, 57 d'un château l'autre. Excellent livre. L'épopée du voyage en train pour aller enterrer le ministre Bichelonne, qui est mort, ça ne s'invente pas, d'une opération du genou. Il est mort sur la table d'opération en décembre 1944, opéré par des médecins allemands, qui ensuite diront qu'ils ont très bien fait leur travail. On va l'enterrer avec les honneurs militaires à Berlin, alors que c'est un ministre fantoche du gouvernement de Brinon qui est à Sigmaringen, où est Céline. Et il raconte cet épisode, qui est à mourir de rire, car les ministres français accompagnent, enfin pas tous, il y en a 4, ils accompagnent la dépouille pour l'enterrement à Berlin, c'est à pleurer de rire. À pleurer de rire. C'est le train du Shah d'Iran. Incroyable. Des tentures en velours rouge, du brocart, des tapis persans, comme ça. Sauf qu'ils meurent de froid, ils n'ont rien à manger. Et donc ils se drapent dans les tentures qu'ils arrachent. Et il y a même un ministre qui se roule dans de la gaze bleue dont il trouve des kilomètres dans une malle. À mourir de rire. Ils sont attaqués par des enfants qui pillent les colis de la Croix-Rouge. Tout le monde se bat contre les enfants pour voler sa pitance. Les enfants finissent par les attaquer. Ils les dépouillent des tentures, ils les déroulent littéralement. C'est à mourir de rire. Lisez d'un château l'autre, c'est extraordinaire. Succès de Scandale. La France veut oublier la collaboration. Or là, on met une focale sur la collaboration, le microcosme de Sigmaringen, que Céline décrit avec ses formules, 1500 condamnés à mort, Pétain au 7e étage, qui ne veut plus rien faire, Laval au 6e, et en dessous les ministres actifs, car il est passif, les actifs, ça n'a rien de sexuel, et c'est de Brinon avec son gouvernement fantoche, qui évidemment ne s'occupe plus de rien.
Et ça a du succès. Dernier succès de son vivant. Après, il y a un livre remarquable qui est Nord, pas de succès, il meurt. La veille de sa mort, il demande une augmentation de sa mensualité, la veille de sa mort, à Gallimard, en lui disant « Si vous voulez mon manuscrit, il faut payer 1500 par mois, c'est plus 1000, hein, ou alors je viens défoncer la NRF avec un tracteur. » Ce type-là n'aimait pas l'argent, non. Et alors, le scandale actuel, le Pierrat, qu'il a appelé dans son bouquin publié en mars, l'affaire Céline. Vous la connaissez, cette affaire? Non, je vous la raconte. Alors, j'ai déjeuné évidemment avec Pierrat, que je connais depuis longtemps, et comme je n'ai pas le mépris facile, je parle avec Pierrat, que j'aime bien, parce que c'est un collectionneur. Ne me jetez pas des pierres, je l'aime bien. Et voilà, et c'est ainsi. Donc, comment raconter cette affaire? Elle est assez invraisemblable. Elle est incroyable. Elle est inouïe. 2020, Céline est morte le 1er juillet 1961. La veuve est morte à 107 ans en novembre 2019. Je suis obligé de faire un peu d'arithmétique. Jean-Pierre Thibaudat, un ancien journaliste de Libé qui a travaillé là 30 ans, se présente chez Emmanuel avec 1,76 m de haut de documents. 1,76 m. 6000 pages de manuscrits, plus de la documentation des factures, des lettres, des photos. Un trésor. Emmanuel, grand copain de Gibault. À l'époque, on croit que Gibault est le seul héritier. Emmanuel appelle Gibault, les deux m'ont raconté. Ils ne se parlent plus, mais moi je parle aux deux. Alors, bon, voilà. Gibault, je crois, dans sa Smart, il s'arrête. Il dit quoi? Pas possible, c'est un dingue, c'est des faux. Et Emmanuel lui dit, je t'assure, c'est vrai. Et l'autre lui dit, réaction de Gibault, ça vaut une fortune. Il faut savoir que le manuscrit du Voyage au bout de la nuit s'est vendu au début des années 2000, 1 800 000 €. Or, là-dedans, il y a un pactole. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a le manuscrit le plus complet de Mort à crédit, qui est quand même un chef-d'œuvre, qui vient d'être donné à la BN en dation en droit de succession par les héritiers, car Gibault n'est pas le seul héritier. Il y a Véronique Robert-Chauvin, qui a environ 68 ans maintenant, qui était une amie de la veuve, après avoir été l'élève de son cours de danse. Vous connaissez sans doute cette histoire, après avoir même écrit un livre avec elle, qui n'entrera pas dans la postérité à mon avis, mais bon. Et que veut Thibaudat? Thibaudat dit 3 choses. 1, je ne veux pas révéler d'où ça vient. J'ai donné ma parole, je peux juste dire que ça vient de gens qui ne voulaient pas que la veuve en profite, parce que ces gens-là ne voulaient pas qu'elle en fasse de l'argent. La veuve vendait des manuscrits de son vivant, hein. Et donc, ils ne voulaient pas l'enrichir. 2, on m'a demandé de remettre ces documents à leurs propriétaires légitimes, qui sont évidemment les héritiers. Enfin, l'héritier, à l'époque, on croit qu'il n'y en a qu'un. Ce que je fais, je ne demande pas d'argent. Mais je veux que ces documents soient tous rendus publics. Et je voudrais présenter une édition avec ma préface, avec mes commentaires, car ça fait 20 ans que je me trimballe ces documents qui étaient entièrement en vrac. Je les ai tous classés, je les ai déchiffrés. Et pour ceux qui ont lu les manuscrits de Céline, et je les ai bien lus, je vous garantis que c'est très dur de déchiffrer un manuscrit de Céline. Et donc, il a fait un important travail. Il veut être reconnu. Mais ça n'est pas un célinien, hein, voilà. Et en plus, il est de gauche. Alors, les gardiens du temple ne sont pas vraiment à gauche. Et Pierrat dit, bon, je ne veux pas parler pour lui, donc je ne dirai rien, mais enfin, il appelle, et je pense qu'il a bon espoir d'y parvenir. Ce n'est pas des exigences démesurées.
Et d'ailleurs, on ne leur dit pas non. Et il y a une réunion qui est organisée chez Pierrat, avec Gibault, Véronique Robert-Chauvin, et voilà. Et puis, ça bloque. Alors, d'après Pierrat, Madame Robert-Chauvin, qui reste muette au début, finit par dire « Moi, j'ai une fille procureure ». C'est dans le bouquin de Pierrat, je peux en parler. Je ne raconte pas ce que Pierrat m'a raconté verbalement. Je raconte ce qu'il a écrit. Mais si vous êtes mes amis intimes, je vous raconterai en petit comité. Parce que c'est assez croquignolé. Mais je ne trahirai pas sa confiance. Donc, ce pactole, après 8 mois, car Gibault m'écrit et me dit « J'ai patienté 8 mois avant de déposer plainte ». Je pense, traduction, il a dû contenir pendant 8 mois la cohéritière avant de déposer plainte. Car les relations, c'est notoire, entre Gibault et Pierrat étaient excellentes. Et la plainte est déposée, et là, c'est une plainte contre X, mais là je parlais des techniciens, où on nomme Thibaudat et Pierrat, qui est ulcéré. Ils sont mis en examen. Et ils finissent par remettre sous la contrainte ces documents. Parce qu'on leur dit, c'est pas à vous, ce qui est vrai. Et Gibault me dit, il n'avait aucune raison, c'était pas à eux, c'est à nous, c'est nous les héritiers. Bon. Gibault vend les droits à Gallimard, qui publie d'abord Guerre. Alors là, je trouve qu'il y a de très bons passages dans Guerre, excellents, mais Gibault, s'il m'entend, je crois qu'il va me frapper, mais on a parlé clairement. Moi, je lui dis c'est un brouillon. Alors, si vous avez vu le professeur Tournesol dans Objectif Lune, vous verrez la réaction de Gibault. Quand j'ai dit c'est un brouillon. Il dit mais pas du tout, c'est un livre remarquable, machin. Je lui dis qu'est-ce que c'est un livre dont on a perdu les 10 premiers chapitres, hein, et dont la dernière phrase a été caviardée parce qu'on voit bien que c'est pas une fin. Alors, et en plus, il y a un chapitre qui a l'air de tenir le bout, le reste, et quand on sait que Céline était un perfectionniste, est-ce qu'on peut publier ça comme un bouquin sans appareil, sans présentation? Honnêtement, franchement, c'est ce qu'on a fait. Bon, ça mérite la lecture, Guerre, mais enfin, quand même. On va vous lire un passage de Guerre. Et puis, il y a Londres. Alors Londres, la vie avec les putes, pardon, excusez-moi mesdames, les macros, enfin c'est très, très, très lourd. Mais il y a des morceaux de bravoure. Il y a beaucoup de vomi, il y a beaucoup de... vous savez, Céline a une détestation pour le sexe féminin. Céline est un voyeur, Céline n'est pas un consommateur, il l'a écrit lui-même. On a écrit qu'il a été impuissant après 1939. Ça peut expliquer des choses. Mais bon, c'est assez lourd, mais on peut lire encore. Le troisième qu'on ne peut pas lire, c'est La légende du roi Krogold qu'on a publié, que même le groupie Steele avait refusé en 1933 ou 1934, alors qu'il était prêt à publier n'importe quoi. La preuve, c'est qu'il a publié en 1933 une pièce qui ne vaut rien, qui s'appelle L'Église, très antisémite d'ailleurs. Et bon, le roi Krogold, c'est une légende, genre chevalier de la table ronde, écrite dans une fausse langue du Moyen-Âge, inventée par Céline. L'exercice est assez marrant d'ailleurs, sauf que c'est embêtant au bout d'un moment. Et alors le début, c'est Galad est sur le champ de bataille, la mort vient le chercher, et il répond « Non, non, laisse-moi 3 jours que je puisse me venger ». Vous voyez le genre. Bon. Plus de 200 000 exemplaires vendus pour Guerre, 60 000 pour Londres, et environ moins de 30 000 pour La légende du roi Krogold. Ça fait beaucoup d'argent. Où est passé le dossier juif? Car il y a, c'est pas moi qui ai donné ce nom-là, il y a un dossier juif très important qui est toute la doc de Céline pour ses pamphlets. Plus des notes, plus des choses. On n'en parle pas. Les gardiens du temple veulent protéger sa mémoire. Mais quelle mémoire? Qu'est-ce qu'il y a à sauver dans Céline? Est-ce qu'on va enfin se décider à le décrire comme il est?
ce qui ne nuit pas à la qualité de son œuvre. Drieux a fait beaucoup moins que Céline. Il s'est suicidé. Brasillac a été fusillé, il a fait moins que Céline. Quand je dis à Gibault, mais enfin il a fait des appels au meurtre dans ses pamphlets, y compris pendant la guerre, texte non expurgé. Il me répond, ah bon, vous croyez qu'il y a eu des appels au meurtre? Vous croyez, il m'a répondu. Je dis, mais enfin, on ne sait que choisir. Bon, on ne sait que choisir. Et dans le podcast de Philippe Collin, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'il interviewe des gens, il y a 10 heures, hein, je me suis tapé tout ça. Il trouve quelqu'un que je lui ai parlé au téléphone, parce que je fais des recherches quand même, et j'ai discuté avec lui, Laurent Joly, qui est le grand écrivain, le grand historien sur la période de la guerre et sur Vichy. Et que dit Laurent Joly? Laurent Joly balance un scoop incroyable. Il dit, Céline était au courant de la solution finale. Dans le bulletin des amis de Céline, qui est sorti il y a 1 mois, vous voyez, tout ça est du frais, hein, c'est des produits frais, que j'ai lu. On écrit, ça vous donne une idée, hein. Laurent Joly est peut-être un historien, mais ce n'est pas un célinien. Il n'a donc pas qualité à en parler. C'est joli. Je ne suis pas un célinien, je ne sais pas quel sort on va me réserver. Mais bon, c'est ainsi. C'est tout de même assez troublant, car moi, je ne me contente pas des interviews sur France Inter, même dans des podcasts. Donc, comme je suis un emmerdeur, j'ai cherché les sources. Eh oui. Et j'ai trouvé le bouquin de de Laurent Joly, qui est beaucoup plus précis que ce qu'il raconte. Et qu'est-ce qu'il écrit? Et c'est pas n'importe qui. Il a dû publier 15 livres avec tous les historiens actuels, toutes les découvertes sur les nouveaux documents, tout ce qu'on a labouré. Je peux vous en faire 1 heure là-dessus, hein, parce que j'ai travaillé sur la mémoire du barreau de Paris, et c'est pas le truc à l'eau de rose qu'on a entendu ici, hein, ce que j'ai trouvé. J'ai regardé les dossiers des bâtonniers de l'époque en original. Et je ferai un jour une conférence là-dessus. Mais avec ce qui se passe en Israël, je me la ferme, parce qu'on va me traiter de dingue. Alors, toi, si tu es élu, on en reparle. Donc, mais non, il faut que ça se calme, car je ne suis pas un excité et je n'ai pas de compte à régler avec personne. J'aime tout le monde, c'est mon problème. Donc, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit une chose inouïe. Et il y a des sources. Dans ma mémoire me fait défaut. Est-ce que c'est dans Je suis partout, le pilori? Vous me direz, c'est un peu pareil. En juillet 42, non mais lui il est plus précis que moi, hein, parce que moi je parle sans notes, vous l'avez peut-être remarqué. Et en juillet 42, il écrit, ou plutôt un journaliste écrit, il y a une solution d'extermination des Juifs qui est en cours dans le journal. Et il se fait virer 1 mois plus tard, car il a vendu la mèche. Jean Lestandi, il s'appelle ce bonhomme. Voilà. La messe est dite. Et la théorie de Laurent Joly, qui n'a pas la photo de Céline, mais enfin quand même, il dit tous les collabos de ce niveau étaient au courant, mais on leur avait demandé de se la fermer. Voilà. Et c'est la théorie de cet historien que je vous livre tel que je l'ai lu, avec les sources, avec tout ce que vous voulez. Et c'est simple, si vous voulez regarder, c'est un livre qui est publié en 2018, ça s'appelle Vichy contre les Juifs, Laurent Joly. Et c'est un livre d'historien, c'est pas un truc de... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors voilà, le scandale, c'est que quand Emmanuel fait son bouquin au mois de mars, il écrit un truc qui est assez drôle. Je vous résume tout ça. Il dit, quand Thibaudat m'a apporté tout ça, j'ai copié tout, y compris le dossier juif. Et en 2032, quand ça va tomber dans le domaine public, je balance tout. Donc l'affaire n'est pas finie. Voilà. Mais c'est croustillant parce que on peut entrer un peu dans le détail, mais légèrement. Quand la plainte est déposée, là je parle aux juristes, il faut qu'il y ait un vol pour qu'il y ait un recel. On savait, parce que Céline pensait que son appartement avait été cambriolé, ce qui est vrai,
par un faux résistant qui s'appelait Oscar Rosenbly. Et donc, cette thèse a été ressortie en disant « c'est ce résistant qui a volé ces documents, donc vous êtes les receleurs ». Et c'est là que Thibaudat a été contraint de dévoiler ses sources dans un petit opuscule qu'il a publié il y a maintenant 2 ans, puisque les livres ont été publiés en 2022 et 2023. Et Thibaudat écrit non, c'est pas ce type, qui d'ailleurs a toujours été insaisissable, lui et sa fille. C'est Yvon Moranda, un résistant, à qui on a attribué l'appartement de Céline réquisitionné, celui du 4 rue Girardon, où il était voisin, comme vous le savez, d'Eugène Paul et de Marcel Aimé. Et on voit très bien cet immeuble qui n'a pas bougé. On voit l'atelier de Eugène Paul encore aujourd'hui. On voit l'immeuble avec le passe-muraille, vous savez, devant la porte de Marcel Aimé. Et là, il vend la mèche parce qu'il est obligé, parce qu'il y a la plainte pénale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand Moranda arrive, ministre à la Libération, vrai résistant, il arrive, il est honnête, il voit les meubles de Céline, il les met au garde-meubles. Et il fait savoir à Céline, c'est à votre disposition si vous payez le garde-meuble. Céline lui répond, vous n'êtes qu'un prout-prout gazeux de gaulliste. Prout-prout gazeux. Bon, c'est du Céline. Donc, je n'ai pas à discuter avec vous, je ne paierai pas un sou, vous êtes un voleur, et puis c'est tout. Ce qui lui permettra ensuite de dire, on m'a tout volé, j'ai tout perdu, alors que... Et là, il y a une petite divergence que je n'ai pas réussi à coincer. Je dis à Emmanuel, mais enfin, les documents, ce n'est pas les meubles. Ces documents, est-ce qu'on a proposé à Céline de les lui rendre? Alors là, on me cite un truc, mais qui n'est pas très clair. On me dit, Céline avait dit qu'on lui avait proposé des brouillons, mais que ça n'avait aucune valeur et que du coup, il les avait refusés. Ce n'était pas des brouillons. Si on avait dit à Céline, on a ça, ça et ça, est-ce qu'il aurait dit non? Peut-être. Apparemment, c'est ce que dit Thibaudat, mais je n'ai pas vu la preuve. Bon, peu importe. Ce qui permettra à Céline de se victimiser. Alors, je vois que mes poulains piaffent, et je voudrais que, maintenant, ma chère Marie, il faudrait nous citer le titre du livre. Voilà. Guerre. Et voilà. C'est amené sur un plateau. Je ne savais pas quoi penser, moi, toujours. J'étais pas dans l'état de réfléchir trop fort. Tout de même, en dépit de l'horreur où je me trouvais, ça me tracassait salement, en plus du bruit de tempête que je promenais. Il avait plus l'air de rester que moi, en fin de compte, dans cette saloperie d'aventure. Le canon de loin, j'étais pas très sûre de l'entendre non plus. Ça se confondait. Dans l'alentour, j'ai vu des petits groupes à cheval, à pied, qui s'éloignaient. J'aurais bien aimé que ça aurait été les Allemands, mais ils n'approchaient pas. Ils avaient autre chose à branler, sans doute dans d'autres directions. Ils devaient avoir des ordres. Ici, le terrain devait être épuisé en fait de bataille. C'était à moi tout seul, en somme, à le retrouver, le régiment. Où qu'il pouvait être, celui-là. De penser même un bout, fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. Comme quand on se parle sur le quai d'une gare quand un train passe. Un bout de pensée très fort à la fois, l'un après l'autre. C'est un exercice, je vous assure, qui fatigue. À présent, je suis entraînée. 20 ans, on apprend. J'ai l'âme plus dure comme un biceps. Je crois plus aux facilités. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon. Et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. Passons. Dans les décombres du grand fourgon forge, il y avait des conserves de singes, éclatées par l'incendie, mais bonnes encore pour moi. Mais il y a la soif. Tout ce que j'ai bouffé d'une main, c'était plein de sang. Forcément, à moi et à d'autres. Alors, j'ai cherché quand même un cadavre qui tenait encore de l'agneau après lui. J'ai trouvé tout au bout, près de la sortie de l'enclos, sur un chasseur à cheval. Dans son manteau, il y avait du Bordeaux, 2 bouteilles même. Du volet, bien sûr, du Bordeaux d'officier.
Après, je me suis dirigée vers l'Orient, d'où on était venu. Par 100 mètres. J'ai bien senti que je commençais à plus bien voir les choses à leur place. Je croyais voir un cheval dans le milieu du champ. Je voulais monter dessus et tout près, c'était plus qu'une vache bien gonflée, crevée depuis 3 jours. Ça me fatiguait en plus, forcément. Bientôt aussi, j'ai vu des pièces de batterie qui n'existaient sûrement pas. C'était plus pareil avec mon oreille. Des vrais poilus, j'en rencontrais toujours pas. Encore des kilomètres. J'ai rebu du sang. Comme bruit, ça se calmait un peu dans ma tête. Mais alors, j'ai vomi le tout même. Et les 2 bouteilles entières. Tout tournait. Merde que je m'ai dit, Ferdinand. Tu vas pas crever maintenant, que t'as fait le plus dur. Jamais j'ai été aussi brave. Et puis, j'ai pensé à la sacoche, à tous les fourgons du régiment. Bien pillés. Et alors, j'avais 3 fois mal. À la fois au bras, à toute la tête, au bruit horrible, et plus profond encore, à la conscience. J'étais en panique, car je suis un gentil garçon au fond. Je me serais parlé tout haut si le sang avait cessé de me coller la langue. Ça me donne du courage, en général. Ce livre comble un trou, car l'œuvre de Céline, c'est toujours... Oui. C'est toujours un puzzle, c'est-à-dire qu'il écrit des livres et puis, alors je n'ai pas le temps que Céline, c'est un univers, d'indiquer les pièces du puzzle, mais vous avez Féerie pour une autre fois dont je n'ai pas parlé, vous avez Normance, vous avez toute une série d'œuvres, vous avez Casse-Pipe, on a retrouvé des morceaux de Casse-Pipe dans ces fameux documents, car la Pléiade a été refondue à la suite de ça. On a refait un album, ce qui ne s'était pas vu. On a rajouté, on a complété Féerie, on a complété Casse-Pipe, on a retrouvé des morceaux. Et ce travail de bénédictin montre une certaine correspondance. Et là, ça comble un trou qui était dans le voyage au bout de la nuit. Car ce document qui a dû être écrit vers 34 à peu près, 32-34, en tout cas c'est la datation qui est donnée dans l'édition de la Pléiade, eh bien comble un trou. Guerre commence au moment où il a été blessé. On ne décrit pas le moment où il est blessé, c'est juste après. Et puis il se balade dans une espèce de no man's land. Il a d'ailleurs une remarque assez curieuse, il dit « Un Anglais me parle et je comprends très bien ». Il comprend l'anglais en réalité, puisque ses parents, vous savez, ceux qui étaient les Thénardier, ceux qu'il haïssait, lui payaient des voyages linguistiques pour qu'il apprenne les langues. À une époque où ça ne se faisait pas, 1908-1909. D'abord en Allemagne, parlera allemand, ça lui rendra bien des services. On se demande pourquoi. Et puis l'anglais. Et puis ce qu'il raconte dans Mort à crédit est totalement faux, puisque dans Mort à crédit, il raconte qu'il va en Angleterre, mais qu'il n'apprend pas l'anglais, pardon. C'est faux, il a appris l'anglais. Et ses parents n'étaient pas du tout misérables. Ils venaient d'hériter de la grand-mère, Céline Guilloux. Le nom de Céline vient de sa grand-mère, Céline, sa grand-mère qu'il adorait et qui est morte juste avant, et qui avait du bien, comme on dit. Et ce bien n'était pas hypothéqué, comme on l'a prétendu dans Mort à crédit. On peut discuter à perte de vue. Donc si on dépiote tous les mensonges de Céline, on n'est pas couché. Tout en disant que c'est autobiographique, parce qu'il le répétera. Il y a une scène amusante d'ailleurs, où je racontais tout à l'heure, voyant dans les années 50 sa deuxième épouse, il a épousé une première épouse à Londres qui était une prostituée, non transcrite au consulat. Il se marie en 1919-1920 avec Edith, la fille du professeur Follet ou du docteur Follet à Rennes. Il se fait payer ses études par ses beaux-parents, et puis dès qu'il est médecin, il s'en va. Pof, il abandonne tout le monde. Il va à Genève, il rentre à la SDN. À la SDN, il commence par piquer de l'argent, il faut quand même le dire, puisque son boulot, c'est d'accompagner des délégations de médecins à l'étranger et d'inspecter des services d'hygiène et de faire des rapports. Qu'est-ce qu'il fait à la SDN ? Eh bien, il va en Amérique du Sud avec des médecins, puis il y en a un qui n'est pas venu. Mais tout l'argent
correspondant aux frais du voyage de ce médecin, il n'est pas là. On étouffe. Qui est son patron? Le docteur Rachman, un juif, qui ne va cesser d'être complaisant à son égard. Car au bout d'un moment, Céline dit, les rapports, je ne vais pas les faire. Rachman dit, bon, ça m'embête un peu, parce que tu es là pour ça. Eh ben, il ne les fait pas, et il accepte, et il le renvoie. Puis au bout d'un moment, Céline, alors lui, il envoie quand même un écrit. C'est sa note de frais, qui est toujours plus élevée. Et il veut toujours des augmentations. Et en même temps, il mène grand train, il roule en voiture de sport à Genève, costume en tweed. Il est très élégant jusqu'au moment où il devient impuissant, bizarrement. Jusqu'à 1940. Après, il se déglige complètement. Il s'habille comme un clochard. Les Canadiennes, les gants qui pendent au bout des ficelles. À Sigmaringen, il aura une espèce de sac ventral où il mettra le chat Bébert, qui est une histoire à lui tout seul. C'est drôle comment il se clochardise. Est-ce que ça a un rapport? Je n'en sais rien. Très curieux. Et bref, Rachman, qui est d'une complaisance totale à son égard, la SDN le vire fin 1927, il lui donnera des voyages gratuits jusqu'en 1933. Puisqu'après le voyage, vous vous souvenez qu'il va en Allemagne, tout frais payé, la SDN paye. Et là, il va carrément chez ses maîtresses. Et il dit, je vais aller dans telle ville, aucun rapport, rien. Et ce malheureux Rachman va se faire descendre dans la pièce L'Église, où il porte un nom évidemment ridicule, du genre, Judenzweck, Judenblatt. On retrouve ces sobriquets dans ces livres un peu interchangeables. Et il en fait une espèce de sale type, alors que vraiment, Rachman voulait même qu'il épouse sa fille, vous voyez. Donc, c'était quand même une ingratitude invraisemblable. Alors, Céline, on ne va pas continuer, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Comment il se fait entretenir par sa belle famille, puis il abandonne sa femme, il abandonne sa fille. Comment il refuse. Alors il verra encore un peu Colette toute sa vie. Il voit un peu Edith, mais pas trop. Ce qu'il écrit dans le divorce, c'est abominable. Et puis il y a l'affaire alors il y a deux affaires dont je vais vous parler avant qu'on se sépare. Mais il y a 1000 choses à dire. Il y a l'histoire du professeur juif et il y a l'histoire du procès. Voilà. Et puis après, on sera couché. L'histoire du professeur juif, vous voyez, je fais ça comme un pointiste, parce que raconter la vie de Céline, on se donne rendez-vous demain, et puis on se quittera au mois de septembre, si vous voulez. Comme ça, on ne verra pas les Jeux Olympiques. C'est au moins l'avantage. Alors, l'histoire du professeur juif, elle est drôle. C'est pour ça que je vous la raconte. Il y a un type, vous savez, chez les juifs, il y a toujours beaucoup de dingues. Ils ne sont pas des gens tout à fait normaux. Il y a un juif qui s'appelle Milton Indus, H-I-N-D-U-S, qui est professeur à Chicago de lettres, comme notre ami Roméo qui va nous parler tout à l'heure de lui, et dans pas longtemps d'ailleurs, il faut se préparer, Roméo. Et oui. Et ce professeur Indus est toqué de Céline. Il adore l'œuvre de Céline. À cette époque, Céline est parti de Sigmaringen. Il a passé, grâce à ses amis allemands, alors l'amitié des Allemands, que soi-disant il déteste, il y a beaucoup à dire, parce que là, ses copains nazis, il y en a une longue liste, Bömelburg, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Il obtient un passeport d'1,50 m de long, qu'on accorde à personne. On le donne à Céline parce que ses copains allemands sont haut placés. Et on lui permet de passer au Danemark alors que toutes les frontières sont fermées. Le Vigan, même le Vigan ne l'accompagne pas. Le Vigan, c'est son... Ils étaient tellement... C'est drôle, ça ressemble au Pied-Nickelé. Il était copain avec le Vigan, l'acteur fou, celui qui a joué Jésus-Christ, celui qui a joué dans Les Enfants du Paradis, qui s'est sauvé pendant le tournage tellement il était collabo et raciste, qui a fini en Argentine après avoir été condamné à 10 ans de prison. Eh bien, il était tellement dingue, le Vigan, qu'il dénonçait son ami intime aux Allemands. Il dénonçait Céline. Vous le croyez, ça? Et il disait que Céline était défaitiste. Évidemment, Céline était intouchable, il était trop proche des Allemands. Céline pardonnait et l'autre le redénonçait. Faut le faire. C'est fou. Et donc, Indus fait des préfaces et dit que c'est un écrivain extraordinaire, merveilleux. Et Céline lui envoie des lettres d'une veulerie.
À cette époque, Céline est en prison. Il est en prison entre décembre 1945 et juin 1947. Il est sorti de la prison en mars, mais il est rentré dans l'hôpital, qui n'est pas en prison, jusqu'en juin. Et il est terrorisé à l'idée d'être extradé en France, car la France a demandé son extradition. Et il est persuadé qu'on va le tuer s'il arrive. Vu ce qu'il avait fait, il pouvait craindre. Et alors, il développe tout un tas de mensonges. Évidemment, il nie tout ce qu'il a fait. J'ai écrit aucun article pendant la guerre. Il y en a 30 qui ont été publiés. Alors, il dit, ah non, ce n'est pas des articles, c'est des lettres que j'envoyais aux journaux avec autorisation de les publier. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est Céline. Quand j'en parle à Gibault, il me répond, ah ben, c'est normal, c'était pour les besoins de sa défense. Je dis, oui, mais il mentait comme un arracheur de dents. Ah oui, mais si on se défend, bon. Pourquoi pas, après tout. Donc, Indus est entiché de lui, et Céline se dit, et si ce con de juif pouvait me faire avoir un visa pour les États-Unis? Les juifs ont le bras long, c'est bien connu. On les reconnaît à ça, vous savez, la démarche. Un bras qui pend au sol et l'autre qui est tout petit. Et donc, il se dit, et donc il lui fait la cour. C'est assez extraordinaire. Il lui fait la cour, et dedans, pêle-mêle, il dit, ah, si je pouvais avoir un visa pour les États-Unis, ce serait merveilleux. Et puis, est-ce que vous ne pourriez pas m'envoyer du café? Et puis, est-ce que vous pourriez m'envoyer des bas de nylon parce que je veux les échanger, ici, il n'y a rien, et on est dans la misère. Alors toujours, hein, la misère est bourrée de pièces d'or. Sauf que, là où c'est comique, c'est qu'il donne la taille des bas de sa femme, les bas qu'il veut échanger, vous savez, contre autre chose, il donne la taille des bas, et c'est elle qui les porte, évidemment. Donc l'autre envoie tout, parce qu'il adore. Puis Céline lui dit, ça serait merveilleux si vous veniez me voir dans ma masure, à Cursor, dans la propriété de Mikkelsen, son avocat, qui l'héberge gratuitement, dont il ira évidemment après pique-pendre, comme d'habitude. Car tous les gens qui l'aident, après, il les exécute. Mikkelsen l'héberge, et il dit, mais je suis dans un taudis, ni chauffé, ni rien, pas d'eau, c'est la misère, c'est horrible, je crève de froid, tout est faux. Il y a Claude Duneton qui a écrit un livre qui s'appelle Bal à Cursor, lisez-le, il est un peu confidentiel. Il est allé là-bas, il dit, c'est un Célinien, hein. J'ai rien reconnu, tout est très beau, c'est merveilleux, les gens viennent en vacances là, ce chalet est splendide, est-ce qu'on parle de la même chose? Et tout est comme ça. Et il invite Indus à Cursor, et il lui fait la danse du ventre. Et il lui envoie une lettre qui est quand même merveilleuse, et que j'ai demandé à notre ami Roméo de nous lire, dans laquelle il dit que non seulement il n'a jamais été antisémite, mais que même les nazis ne l'étaient pas. Alors là, ça ne s'invente pas, il fallait vous la lire, parce qu'autrement, vous penseriez que j'ai bu. Cher ami, votre très longue et très intéressante lettre m'est tout de même parvenue, même sans adresse complète. Les postes danoises sont donc astucieuses. Seulement, ce n'est pas à recommencer. Ce serait tenter le diable. La question d'antisémitisme n'a plus aucun sens. C'est devenu une imbécile querelle de famille sans issue. Il y a autant de juifs au pouvoir à New York qu'à Moscou. Tout cela est neutralisé. Les nazis eux-mêmes n'ont jamais sérieusement songé au racisme. Ils s'en servaient comme d'un appât électoral pour rallier quelques illuminés de mon genre. Cela faisait quelques voix de plus. Le racisme n'a jamais été plus loin que l'attrape-gogo.
Ils n'y ont jamais songé sérieusement. D'ailleurs, ils ne le pouvaient pas. Leur personnel philosophique et administratif était d'une accablante médiocrité. De pauvres balourds, pourceaux, ronds de cuir, promus tout à coup à la classe mondiale et qui n'y comprenaient rien du tout. Derrière Hitler, il n'y avait rien, ou presque rien. Je parle au point de vue spirituel. Une horde de petits bourgeois, pourceaux, cupides à la curée, de parfaitement méprisables petits profiteurs. Rien de plus. On me fait bien rigoler lorsqu'on me parle de la domination du monde par les nazis. Avec qui ? Avec quoi ? Personne en Allemagne ne savait ce qu'était le national-socialisme. Je n'ai jamais pu trouver personne pour m'expliquer ce qu'il voulait. Ils n'en savaient rien. Pendant 5 ans, en France, ils n'ont pas fait 1 centimètre de national-socialisme. Ils avaient les national-socialistes français en horreur. Les Allemands sont des larbins. Ils ne respectent que ceux qui les fouettent. Voilà la vérité. Le fait que vous me trouviez styliste me fait plaisir. Je suis cela avant tout. Point penseur, nom de Dieu, ni grand écrivain, mais styliste, je crois l'être. Mon grand-père était professeur de rhétorique au Havre. Je tiens de lui sans doute cette adresse dans le rendu émotif, un mitron de mots, comme disent mes ennemis. Je suis bien l'émotion avec des mots. Je ne lui laisse pas le temps de s'habiller en phrases. Je la saisis, toute crue, ou plutôt toute poétique. Car le fond de l'homme, malgré tout, est poésie. Encore est-ce un truc pour faire passer le langage parlé en écrit. Le truc, c'est moi. C'est moi qui l'ai trouvé. Personne d'autre. C'est l'impressionnisme, en somme. Faire passer le langage parlé en littérature. Ce n'est pas la sténographie. Il faut imprimer aux phrases, aux périodes, une certaine déformation, un artifice tel que lorsque vous lisez le livre, il semble que l'on vous parle à l'oreille. Cela s'obtient par une transposition de chaque mot, qui n'est jamais tout à fait celui qu'on attend. Il se passe ce qui aurait lieu pour un bâton plongé dans l'eau. Pour qu'il vous apparaisse droit, il faut, avant de le plonger dans l'eau, que vous le cassiez légèrement, si j'ose dire, que vous le tordiez préalablement. Un bâton correctement droit, au contraire, plongé dans l'eau, apparaît tordu au regard. De même du langage. Le dialogue le plus vif, sténographié, semble, sur la page, plat, compliqué et lourd. Pour rendre sur la page l'effet de la vie, parler, spontané, il faut tordre la langue, en tout, rythme, cadence, mots. Et c'est une sorte de poésie qui donne le meilleur sortilège, l'impression, l'envoûtement, le dynamisme. Et puis, il faut aussi choisir son sujet. Tout n'est pas transposable. Il faut des sujets à vif. D'où les terribles risques. Je vous livre tous les secrets. Bien affectueusement, Louis-Ferdinand Céline. Merci beaucoup. Vous voyez la veulerie de Céline, mais en même temps
car il y a toujours une duplicité. En même temps, il écrit à Le Vigan, son ami, qui a été jugé, qui est en Argentine, des lettres où il n'y a plus aucune ambiguïté sur le fait qu'il n'a jamais changé. Donc, c'est le négatif. Ces lettres ne sont pas encore dans le public, mais j'ai pu les voir. Et puis, il fait mieux. Il écrit à ses amis allemands, avec qui il reste en contact jusqu'à la fin, hein, lui qui déteste les Allemands, avec Epting notamment. Il lui écrit une lettre en 60, un an avant sa mort, qui est merveilleuse. J'ai entendu dire qu'on n'a pas exterminé de juifs dans les camps. Est-ce que vous pourriez me trouver de la documentation sur ce sujet ? Céline Forisson, Céline négationniste en 60. On dit que c'est un prophète, qu'il prédit l'avenir. Eh ben, il est très en avance, c'est vrai. C'est un négationniste précoce. Alors vous voyez ce qu'il faut faire de ce qu'il écrit à Indus. Il lui fait la danse du ventre pour avoir du café, pour avoir un visa. Il prête tout, totalement dénué de scrupules, totalement amoral. Bon, ça n'enlève rien à la qualité de son œuvre. Hein. Encore une fois, c'est bien le problème. Mais voyons-le comme il est. Car au fond, Céline, c'est comme les Allemands qui, quand on les interroge sur les camps, sur le nazisme, répondent « Ah ben ça, c'est pas nous. Hein. Ah ben, à quoi c'est dû ? Ben, je sais pas, je comprends pas. Ah mais nous, ça nous concerne pas. » Le jour où on aura présenté Céline comme il est, on pourra le lire. Et peut-être que la répulsion qu'il inspire à beaucoup de gens disparaîtra. Car au fond, moi je plaide pour son œuvre. L'homme est irrécupérable, mais on s'en fiche, il est mort. Mais au moins présentons-le comme il est. Alors, dernière chose, l'affaire du procès. Elle est merveilleuse. Bon, déjà, lisez les lettres à Alberno et les lettres à Tixier. Il faut les lire en stéréo. Il écrit à l'un, vous êtes mon seul avocat, je n'en aurai jamais d'autre. No s'énerve, il fait sa diva, il dit, j'ai entendu dire que vous avez vu Tixier, alors vous me faites des infidélités, moi qui vous suis si fidèle, moi qui vous défends gratuitement depuis des années, vous me faites ça à moi? Et l'autre lui dit, mais pas du tout. Et en même temps, il écrit à Tixier, évidemment, vous êtes mon seul avocat, je n'ai confiance qu'en vous. Voilà, évidemment. Lisez-les, elles ont été publiées toutes les deux. Et toutes les deux séries, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un livre à chaque fois. Hein. C'est très beau. Manuel de duplicité, avec ses propres avocats. Alberno, il dit, ah ben non, je vais vous payer. J'ai un appartement à Saint-Germain-en-Laye, il avait acheté avec l'argent du voyage, en plus des pièces d'or. Ben, je vais vous le donner. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque, confiscation, indignité nationale. Alors, l'histoire, c'est quoi ? Il est en prison car les Danois sont un peu gênés. Il y a une demande d'extradition qui est faite par la France, qui est présentée par le consul, Guy de Charbonnières, qui est un peu mulâtre, donc évidemment il le traite de nègre, de métèque, de pervers, de tout ce que vous voulez. Et manque de peau, Mikkelsen a des copains. Et Mikkelsen, comme par hasard, il est copain du chef de la police, Selfelden, je crois, de mémoire. Et Mikkelsen présente carrément le chef de la police à Céline, chez lui. Et il sympathise. Et quand le chef de la police, le ministre, lui demande son avis, il répond « le dossier ne tient pas la route ». Il n'y a pas de trahison, il n'y a rien, évidemment. Et donc, il n'est pas extradé. Alors, on le maintient en prison parce que, bon, on veut quand même pas trop déplaire, mais il est en prison. Voilà. Et quand sa femme lui écrit, alors il écrit 2 lettres, toujours pareil, c'est la stéréo. Hein. D'un côté, je meurs de faim, je suis malade, je vais mourir, c'est un calvaire. Et de l'autre, il écrit à sa femme, arrête de m'envoyer du beurre, ici j'ai tout ce que je veux. On en a trop. Voilà, toujours pareil. Duplicité totale. Il lui fait une scène à l'Harpagon qui est merveilleuse. J'ai appris que tu es très dépensière. Il faut que tu fasses très attention à l'argent. Je sais que l'argent te file entre les doigts. Tu es très dépensière. Une lettre d'insulte. Bref. Il faut savoir qu'après la guerre, la veuve, vous savez, la frugalité, il ne mange que des croissants, le pauvre.
C'est un misérable, il n'a rien. La veuve, tous les mercredis, le mercredi, hein, parce que le mercredi soir, elle reçoit. Elle va acheter du caviar en quantité. Si, elle va acheter du champagne, foie gras, elle adore tout ça. Ça coule à flot, la pauvre. Puis quand le pavillon brûle en 68, il est instantanément refait complètement. Tout va bien. Il n'y a qu'un moment où c'est la misère, c'est le moment où il y a une cohéritière, et là on n'a plus rien. Puis après on épluche les comptes, et on découvre qu'on est créditeur. Voilà les Thénardier. C'est ignoble, tout de même. Alors, lisez avec cet nouvel œil le supplément du Figaro, un numéro sur lequel on fait une publicité merveilleuse. Lisez un peu tous ces textes. Lisez la légende de Saint-Vincent de Paul. C'est comme la légende du roi Krogold. Lisez la geste du beau chevalier qui défend les malades gratuitement, qui les soigne alors qu'il les déteste. La France est un pays enjuivé, irrécupérable, où les gens ne pensent qu'à boire et à baiser. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre, et il écrit bien pire. Bon. Alors le procès. En 50, il est condamné par contumace à 1 an pour intelligence avec l'ennemi, indignité nationale, confiscation de la moitié de ses biens. C'est pas cher payé, hein, parce que il a quand même écrit en 42 dans le journal de Doriot « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Vous savez, l'homme qui n'aimait pas les Allemands. Hein. Ça, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais ça se lit, hein, ça se trouve. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Vous vous souvenez, il y en a un qui a été fusillé pour le même motif. Voilà. Et donc ce type est intouchable. Il veut aller remettre la clé de son coffre au Danemark à Karen Marie Jensen, une danseuse dont je n'ai pas eu le temps de parler, copine, pour qu'elle mette son argent en sécurité, parce qu'il avait un autre coffre en Hollande, mais les nazis ont piqué l'or qu'il y avait dedans. Vous savez, le misérable. Donc, il veut aller à Berlin, en 1942, eh ben, on lui paye un voyage. Évidemment, c'est pas lui qui paye, hein, c'est un voyage d'études. Les nazis lui payent un voyage d'études, il rencontre la danseuse, il lui file la clé. Voilà qui est Céline. Puis après, évidemment, il retrouvera cet argent qu'elle enterre dans son jardin. Enfin bref, c'est toute une histoire. 50, il est condamné, intelligence avec l'ennemi. Et puis après, il y a la fable de Tixier, celle que Christian nous raconte depuis 20 ans, qui est fausse. Non, évidemment, Christian n'est pas un menteur. Évidemment, Tixier racontait ça, bien sûr. Mais allons-y. Tixier raconte ça. Et puis, le juge se fait convoquer par le garde des Sceaux qui est accablé et qui lui dit « Mais enfin, vous avez amnistié Céline, quand même, c'est sale. C'est définitif, hein. Jugement définitif. On attend. » Et le juge répond une réponse merveilleuse. « Oh ben moi, vous savez, la littérature, je me suis arrêté à Flaubert. » Comme si Céline était un écrivain comme les autres. Il a vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Qui pouvait ignorer qui était Céline, hein? On se fout du monde. Il y a un dossier d'extradition comme ça. Le juge ne devait pas voir Tixier tellement le dossier était épais. Il n'ouvre pas le dossier pour voir s'il y a le mot Céline à la place de Détouche. Mais pour qui on nous prend? Il y a un pourvoi dans l'intérêt de la loi, parce que c'est définitif. J'ai un livre uniquement sur le procès Céline, comme ça, avec toutes les pièces. Copié in extenso. Il y a une erreur dans le podcast de Philippe Collin. Il interroge une fille du CNRS qui dit « C'est un faux, l'amnistie. D'abord, c'est une apostille manuscrite, c'est un faux. » Elle raconte n'importe quoi. Il y a un jugement d'amnistie, je l'ai vu, je peux vous le montrer si vous voulez. Et ce jugement est motivé. Et que dit-il? Il dit il y a une loi qui dit que les invalides de guerre peuvent demander l'amnistie s'ils ont été condamnés à moins de 3 ans et s'ils n'ont pas été condamnés pour intelligence avec l'ennemi. Donc, il remplit les conditions, docteur Détouche, et donc on l'amnistie. Condamné à moins de 3 ans, le jugement de 50, on ne l'a pas bien lu, hein, on dirait. Que dit la Cour de cassation? Elle dit, parce qu'on lit beaucoup de conneries hein, sur cette affaire, alors permettez-moi de vous dire ce qu'il y a dans les sources, c'est peut-être plus intéressant.
La Cour de cassation dit non, la loi d'amnistie ne pouvait pas s'appliquer puisqu'il était condamné pour intelligence avec l'ennemi. Vous voyez, c'est pas plus malin que ça. Hein. Je vous le résume en 2 secondes. Je passe ma vie à faire des commentaires d'arrêt, alors celui-là, vous pensez. Et donc, voilà. Et puis, évidemment, sans conséquence, donc il rentre. Comme il est dans la misère, il achète immédiatement un superbe pavillon à Meudon, sans argent. Alors, on lui dit, mais d'où vous avez l'argent? Il dit, ma femme avait 2 fermes en Normandie. On les découvre. Voilà. Et donc, il a acheté ce pavillon. Il donne ses cours de danse. Lui, il mange ses croissants, il joue au prolo, et il reçoit les gens en disant « Je suis l'ermite de Meudon », passe sa vie à recevoir la télévision, les journalistes, Nimier qui arrive avec sa bagnole tous les dimanches, etc., etc., etc. Tout le monde vient le voir. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'il est tard, parce que Christian va me dire que j'ai été encore trop long, et donc j'ai honte. Voilà, pardon Christian. Cher Georges, tu as été évidemment remarquable comme d'habitude. Et je trouve que tu aurais pu aussi citer Drummond parmi les affreux de l'époque et sa description du juif qui a la main moelleuse et fondante de l'hypocrite et du traître et qui a très souvent un bras plus court que l'autre, ce que tu mimais tout à l'heure et qui montre à quel point il y a une sorte de complicité minable et horrible de ces espèces de haineux sans aucune raison de justifier pourquoi ils haïssent. Tu nous l'as dit tout à l'heure, ce sont notamment, surtout Céline, des gens qui ont été écrasés de bonté par justement des supérieurs juifs à qui ils ne pardonnent pas ce qu'ils leur doivent. Et c'est une leçon à retenir, je pense, pour chacun de nous, en ce monde totalement bousculé, au lieu de la jalousie, essayons de cultiver la reconnaissance. En tout cas, vis-à-vis de toi, c'est une très grande reconnaissance.